12, 11, 10, 9. Le séquence d'allumage commence. 6. Pendant le programme d'exploration spatiale habitée, on a demandé à l'un des astronautes d'Apollo à quoi il pensait en attendant d'être propulsé dans l'espace. C'est d'accord, mais rappelez-vous que chacune des milliers de composants sur lesquels vous êtes assis est là parce qu'ils représentaient l'offre la plus basse et vous espérez certainement qu'ils ont été correctement assemblés. Aujourd'hui, les systèmes de livraison par satellite et les satellites, bien sûr, les écrans d'ordinateur portables, et les microprocesseurs dans l'ordinateur, le système de freinage de votre voiture et sa peinture, les médicaments thérapeutiques, les dispositifs médicaux, et de plus en plus, la nourriture que vous mangez ont au moins une chose en commun avec ce premier engin spatial. Ils étaient tous hypersensibles à la microcontamination, et peuvent dépendre d'installations de fabrication ultra-propres spéciales pour une partie ou la totalité de leur production. Pour beaucoup, si ce n'est tous, il ne s'agit pas seulement de les rendre meilleurs ou à un niveau supérieur. Sans cette technologie propre, ils ne peuvent tout simplement pas travailler. Les problèmes de microcontamination sont apparus pour la première fois aux États-Unis lors du développement des armes nucléaires originales, mais le besoin et le rôle des environnements ultra-propres ont vraiment émergé dans les années 50 lors du lancement des premières fusées spatiales. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont explosé. Le problème a été retracé à des soupapes de carburant à oxygène liquide avec des tolérances si fines qu'elles étaient bloquées par des particules 1/100 du diamètre du cheveu humain moyen. Depuis lors, le développement explosif de la technologie que nous tenons maintenant pour acquis a été possible grâce au contrôle de la contamination en utilisant la technologie de salle propre. Nous sommes entourés de choses qui dépendent de la technologie de salle blanche chez nous, au travail, ou en tant que question de vie ou de mort. Travailler dans une salle blanche est différent, spécial, et des compétences professionnelles personnelles doivent être complétées par une compréhension et une formation dans les disciplines de salle blanche et de contrôle de la contamination. Ces premiers astronautes savaient et comprenaient que la majeure partie de la fabrication et de l'assemblage de leurs véhicules avait été réalisée dans des conditions propres. Alors passons à pourquoi, quoi, et comment de contrôle de contamination et des salles blanches. Un contaminant est quelque chose qui ne devrait pas être là. S'il n'est pas spécifié comme faisant partie du produit, qu'il s'agisse d'une substance matérielle ou d'énergie, c'est indésirable et cela affecte négativement le produit. L'eau dans l'huile, le sable dans un moteur, la boue sur le sol de la cuisine, ou une mouche dans votre soupe sont tous des contaminants. Mais nous allons nous concentrer sur deux groupes de microcontaminants, les solides et les micro-organismes. L'air est un fluide, et dans des conditions normales, il s'écoule, tourbillonne et forme des courants et des turbulences invisibles qui, à l'extérieur, nous appelons vent et, à l'intérieur des bâtiments, des courants d'air. L'air est invisible jusqu'à ce qu'il capte et retienne des particules de poussière solide qui deviennent visibles lorsqu'elles réfléchissent la lumière, comme la lumière du soleil à travers les fenêtres ou dans le faisceau lumineux d'un projecteur. Ces particules en suspension dans l'air se déposent ensuite sur les surfaces et sur ou dans le produit. Nous parlons de microcontamination. Très petit en effet. Si cela peut être observé à l'œil nu sous forme de poussière dans l'air ou sur les surfaces, alors, relativement parlant, c'est un rocher et relativement facile à attraper et à enlever. Le contrôle des microcontaminants concerne les solides qui sont mesurés en fractions de micromètres, communément appelés microns, et généralement représentés par un symbole, μm. Un micron mesure un millième de millimètre. C'est 39 millionièmes de pouce. Pour de nombreux produits sensibles à la contamination, toute particule supérieure à 0,5 micron est un contaminant. Alors que pour certains des produits les plus sensibles comme les tranches pour les microprocesseurs,
tout ce qui dépasse 0,01 micron peut être désastreux. Pour mettre cela en perspective avec une vision normale, non assistée, nous ne pouvons voir que des particules plus grandes qu'environ 50 microns. Plus petit que cela, et un microscope est nécessaire. Pour mettre cela en perspective, le diamètre d'un cheveu humain est en moyenne de seulement 100 microns. La contamination potentielle est partout autour de nous. La prochaine fois que vous passez l'aspirateur sur un tapis, examinez le contenu de l'aspirateur. Vous ne pouvez peut-être pas reconnaître la source de tous les contaminants, mais vous devriez comprendre le tableau. Ils peuvent inclure de la poussière de ciment ou de briques ou de plâtre, des copeaux de peinture, de la boue séchée de vos chaussures, des copeaux de bois, des limailles de métal, des plastiques, des aliments et des boissons séchés, ou des fibres naturelles et synthétiques provenant de vêtements, de meubles, et de revêtements de sol. Les particules solides peuvent être retenues et transportées par des gaz de processus ou par de l'eau et des produits chimiques, sans parler de celles générées par les outils et le produit lui-même. Vous, nous tous, sommes de grands générateurs naturels de microcontamination. Lorsque nous parlons, toussons ou éternuons, nous expulsons des fontaines de gouttelettes de salive qui atterrissent sur des surfaces, se dessèchent en particules solides et contaminent le produit. Et pour les cheveux, nous en sommes couverts, et il est tout à fait normal qu'ils tombent de nos têtes, sourcils et cils, de nos mains, bras et partout ailleurs et des barbes et moustaches des hommes plus que des femmes. Mais, surtout, nous sommes les grands pollueurs parce que le corps humain est emballé dans la peau, plusieurs couches de celle-ci, chacune suivant un cycle de décomposition et de régénération, généralement sur une période de quelques jours. L'ancienne peau sèche est éliminée dans l'atmosphère sous forme de flocons, pas seulement quelques flocons, mais, selon le niveau de notre activité et mouvement, par millions. En restant immobile, nous en rejetons des dizaines de milliers chaque minute, et le volume augmente avec l'activité, atteignant littéralement des millions lors d'un exercice physique intensif. Lorsqu'ils se détachent de notre corps, les squames de peau sont relativement grands, avec des dimensions typiques de 40 microns de long sur 10 microns de large et environ 2 microns d'épaisseur. Cependant, le frottement de nos membres et de nos vêtements les broie en particules beaucoup plus petites. Ces particules de taille submicronique sont ensuite dispersées dans l'atmosphère par le micro-environnement humain, un phénomène créé par l'air à proximité immédiate de notre corps, qui a une température normale de 32 degrés Celsius. C'est 89,6 degrés Fahrenheit. Cet air réchauffé interagit ensuite avec l'air ambiant à, disons, 20 degrés Celsius, soit 68 degrés Fahrenheit, pour former un courant d'air ascendant. Nous pouvons illustrer cela en utilisant la photographie de Schlieren pour montrer comment ce flux commence au pied et accélère à travers notre corps de sorte que lorsqu'il atteint la tête, il se déplace à environ 60 cm. C'est 24 pouces par seconde. Les particules de peau finement moulues sont captées par le courant d'air qui les transporte vers le haut et à l'extérieur dans l'air turbulent de la pièce. Et, bingo, la contamination est née. Si vous voulez une preuve supplémentaire de la façon dont vous perdez votre peau, enlevez les couvertures de votre lit et regardez attentivement votre matelas car cette poudre blanche dans les interstices est composée de particules de peau écaillées. Et si vous l'examinez sous un microscope, vous pouvez voir qu'il regorge de vie. Cela nous amène parfaitement au prochain groupe de contaminants, les micro-organismes. Les bactéries, les virus et les moisissures sont des micro-organismes et sont décrits comme viables parce qu'ils sont vivants et peuvent se reproduire. Ils sont extrêmement petits, certains si petits qu'un million pourrait tenir sur la tête d'une épingle. Une poignée de terre contient plus que le nombre de personnes sur notre planète. Ils sont les êtres vivants les plus prolifiques sur Terre et sont partout autour de nous, beaucoup sur nous et beaucoup en nous. Quand nous sommes en bonne santé, ces organismes bénins assurent notre fonctionnement. Mais quand nous sommes malades, il existe d'autres variétés malveillantes qui s'attaquent à nous, envahissent et surpassent les bonnes, et provoquent des maladies et des infections. Ils sont tous classés comme contaminants dangereux lors de la fabrication de médicaments pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de biotechnologie. Ils sont aussi des particules. Et même s'ils sont plus petits que de nombreux autres microcontaminants, ils ne flottent pas seuls, mais se fixent à des particules plus grandes, inertes,
qu'une personne a décrites de manière imagée comme se rendant au travail sur les trains et les bus de notre peau et de nos cheveux morts, et ils ont ensuite formé des colonies. De plus, parce qu'ils contiennent des traces de produits chimiques, y compris du sodium, du calcium et du magnésium, ils peuvent gravement endommager de nombreux composants microélectroniques. Les micro-organismes se reproduisent très rapidement. Rappelez-vous à quelle vitesse les rhumes et la grippe se développent. En tant qu'organismes unicellulaires, les bactéries se reproduisant se divisant en deux. Et dans les bonnes conditions de chaleur et de nourriture, ils peuvent faire cela toutes les 20 minutes, ce qui revient à des dizaines de millions toutes les quelques heures. Donc, que vos produits doivent être protégés des micro-organismes en tant que danger pour la santé ou non, la vitesse à laquelle ils se reproduisent signifie qu'en pratique, ils contaminent chaque salle blanche. Pendant de nombreuses années, les particules en suspension dans l'air étaient considérées comme la principale source de contamination, représentant jusqu'à 80% du total. Mais l'augmentation des produits et services sensibles à la contamination et la miniaturisation des composants signifient que les sources de contamination et leurs mécanismes de livraison varient en importance et en impact d'une industrie à l'autre. La contamination dans l'eau purifiée et d'autres liquides et gaz et dans les matières premières est relativement plus significative maintenant qu'auparavant, tout comme les contaminants générés par l'outillage et le produit lui-même. La contamination croisée décrit lorsque l'équipement est mal nettoyé et que les résidus chimiques d'un processus restent dans le système pour contaminer le processus suivant qui est différent. Un agent de nettoyage chimique peut également provoquer une contamination croisée lorsqu'il reste sur un élément d'équipement aussi égard, et qu'il n'est pas correctement rincé. La contamination croisée se produit également lorsqu'une personne touche d'abord un produit chimique, puis touche un élément d'équipement, laissant ainsi un résidu. Mais, bien sûr, cela ne se limite pas seulement à la contamination croisée chimique. Vous vous souviendrez que la définition d'un contaminant est toute matière ou énergie qui ne devrait pas être là. Le plus souvent, la décharge électrostatique ou ESD représente cette source d'énergie. Les charges électrostatiques existent lorsque des charges positives et négatives, des quantités d'électricité, sont produites et maintenues à part par des non-conducteurs et sont générées lorsque deux morceaux de matière en contact intime sont séparés, l'un ou les deux étant un isolant, comme lorsqu'ils sont frottés ensemble. Bien qu'elles ne soient pas réellement des polluants, les charges électrostatiques contribuent à la contamination car elles attirent des particules comme un aimant, comme on peut le voir avec la saleté qui entoure de nombreuses grilles de retour d'air de ventilation. Ils sont également la force adhésive qui maintient les plus petites particules à une surface. De plus, la décharge soudaine des forces électrostatiques peut atteindre des tensions très élevées. 10, 20 ou 30 000 volts ne sont pas rares, et peuvent gravement endommager les micropuces et les circuits électriques, sans parler du danger qu'ils peuvent représenter pour le personnel. Vous reconnaîtrez l'effet si vous avez déjà ressenti un choc électrique en sortant d'un véhicule ou en touchant une poignée de porte dans des zones de très faible humidité relative tout en étant debout sur un revêtement de sol synthétique. Examinons un peu plus en détail la technologie de salle blanche ou de l'air pur. La défense la plus efficace contre la contamination est de l'empêcher de se produire en premier lieu. Réaliste, ce n'est tout simplement pas possible. Donc, le contrôle de la contamination est une combinaison d'efforts pour l'arrêter en érigeant des barrières contre elle, et si celle-ci échoue, de ne pas permettre aux contaminants de s'accumuler. Et, bien sûr, pour éliminer la contamination par un nettoyage de précision continue. Idéalement, les produits sensibles à la contamination devraient être manipulés dans un vide, dans une boîte parfaitement scellée fabriquée à partir de matériaux qui ne peuvent pas contaminer. Le défaut de ce concept est que, généralement, les produits doivent être travaillés par des personnes qui, avec des matériaux bruts et semi-finis et, finalement, le produit fini, doivent pouvoir entrer et sortir de la boîte. La théorie de la boîte scellée peu pratique est transformée en application pratique grâce à la technologie de l'air pur et aux salles blanches. L'air pur est plus sale que celui dont pratiquement toutes les particules ont été retirées par des filtres.
Les filtres utilisés dans la plupart des salles blanches sont des filtres à air à particules de haute efficacité, appelés filtres EPA pour faire court, qui éliminent 99,97% des particules de plus de 0,3 microns de l'air qui les traverse. Pour des salles propres où des normes de propreté encore plus élevées sont requises, il existe des filtres ALPA, abréviation de filtre à air ultra pur, qui éliminent les particules aussi petites que 0,1 micron avec une efficacité de 99,999%. Les salles blanches sont mieux décrites comme des espaces discrets dans lesquels les murs intérieurs, les sols et les plafonds sont construits à partir de matériaux non friables qui ne s'effritent pas ou ne se désintègrent pas facilement. L'air dans la salle blanche est maintenu à une pression plus élevée que son environnement environnant afin qu'il s'écoule toujours vers l'extérieur. Les salles blanches de classification la plus élevée et la plus propre, et les plus efficaces en termes d'efficacité d'élimination des particules, sont celles où l'air entre par des plafonds entièrement recouverts de filtres EPA ou ALPA et continue verticalement vers le bas en courants parallèles unidirectionnels. À l'origine et à tort appelés flux laminaires à des vitesses allant jusqu'à 0,45 mètres par seconde, afin que l'air propre lave les surfaces de travail et les personnes, ramassant les particules sur son passage, puis transportant les contaminants, sort soit par un sol perforé surélevé, soit par des conduits montés sur le mur, puis est recyclé, entièrement conditionné pour la température, l'humidité, et filtré. La manière dont les salles blanches sont conçues, construites et gérées est guidée par la norme internationale, ou ISO, intitulée Salles blanches et environnement contrôlé associé. En pratique, il s'agit vraiment d'une famille complète de normes, qui remplace ensemble toutes les normes nationales précédemment existantes, comme la norme fédérale américaine 209e. Le but est de garantir une cohérence mondiale pour toutes les industries qui utilisent des salles blanches. La norme est référencée par deux numéros, ISO 14644, qui comprend les parties qui couvrent la classification et le fonctionnement de toutes les salles blanches, et ISO 14698 qui est concerné par le contrôle de la biocontamination. Au cœur de chaque salle blanche se trouve sa classification, généralement décrite comme sa classe, qui spécifie à quel point elle doit être propre. La propreté, dans ce sens, est mesurée par le nombre de particules de taille spécifique qui sont autorisées dans chaque mètre cube d'air à tout moment. En commençant par spécifier ces classes de propreté de l'air, la norme aborde comment et avec quel équipement elles peuvent être mesurées. D'autres parties traitent de la conception et de la construction des salles blanches, des opérations, y compris des questions de personnel, comme les vêtements de salle blanche et le nettoyage. Il existe des milliers d'applications différentes pour l'air pur, et outre les salles blanches entièrement équipées qui varient en taille, des très petites pour 2 ou 3 personnes jusqu'aux grands salons avec de l'espace pour 100 personnes, le principe est également utilisé avec des bancs propres pour une utilisation petite et localisée et avec des isolateurs entièrement fermés pour l'industrie pharmaceutique à la fois à l'échelle industrielle et en laboratoire de petite taille, ainsi que des mini-environnements, un nom donné aux installations propres autonomes dans d'autres industries. Le choix de la classe, de la taille et de la configuration dépend de la tâche à effectuer et de l'équipement à utiliser. Pour minimiser le risque de contamination pendant la construction, les salles blanches doivent être construites en suivant un protocole de construction propre qui spécifie les pratiques de travail pour ceux qui construisent et installent la structure. Tous les matériaux utilisés pour la construction et l'aménagement de la salle blanche doivent être lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter, ce qui signifie du plastique, de l'acier inoxydable, acier ouvert. En raison de ces caractéristiques, le bois est un contaminant et ne devrait pas être utilisé. Les finitions de peinture sont également généralement indésirables car elles s'écaillent facilement. Si des carreaux de céramique sont utilisés pour les murs ou les sols, ils doivent être d'un type qui ne crée pas intrinsèquement de la poussière. Les environnements propres sont tellement différents des lieux de travail quotidiens qu'en plus des compétences professionnelles spécifiques, chaque personne qui y travaille doit comprendre les principes et être formée dans les disciplines essentielles. Les vêtements modifient le mécanisme du micro-environnement humain car ils restreignent la libre circulation de l'air chauffé,
créant ainsi une haute pression à l'intérieur de nos habits et forçant l'air à jaillir ou à écumer par les ouvertures du cou et des poignets pour disperser des centaines de milliers de particules dans l'environnement. Quand nous avons chaud, nous transpirons et l'humidité s'évapore pour donner de la fraîcheur. Pour compenser cela, les vêtements domestiques quotidiens que nous portons à même la peau sont généralement fabriqués en fibres naturelles, en coton, qui absorbent l'humidité et créent une sorte de radiateur pour nous refroidir même lorsque nous sommes entièrement habillés. Les tissus fabriqués à partir de fibres naturelles ou mélangées ont également des tissages très lâches qui permettent aux contaminants de s'échapper à travers eux sur toute la surface du tissu. Ils libèrent également d'énormes quantités de fibres libres qui, dans une salle blanche, sont des agents de contamination majeurs. Donc, malheureusement, toutes les caractéristiques qui rendent les vêtements normaux si confortables contribuent à la contamination, permettant à des nuages de squames de peau mélangés à de la sueur sèche de pénétrer et de se disperser dans l'atmosphère. De plus, nous pulvérisons également d'énormes aérosols de liquide contenant des contaminants solides dans l'atmosphère lorsque nous parlons, éternuons et toussons, ce qui peut être particulièrement dangereux car cela est dirigé là où nous regardons et travaillons. Les vêtements de salle blanche sont conçus pour contenir les particules et les liquides de la peau, ils ne doivent pas générer ni libérer de contamination fibreuse, et doivent contenir les contaminants provoqués par la bouche et le nez. Le principe crucial pour les vêtements de salle blanche est qu'ils doivent protéger le produit plutôt que la personne. Tout cela suggère que pour travailler dans les salles blanches de la plus haute ou la plus propre classification, les gens devraient être complètement enfermés dans un sac en plastique scellé. Nous faisons des compromis et utilisons des tissus fabriqués à partir de fibres synthétiques non pelucheuses à 100%. Et le régime le plus strict consiste en une capuche avec une cape d'épaule à rentrer dans le col du vêtement de corps, qui est une combinaison d'une seule pièce, bien que des costumes de 2 pièces soient parfois choisis. Mais les 2 styles ont des poignets et des chevilles bien fermés, avec un col au fermé. Des surbottes hautes couvrent les pieds et atteignent les genoux, de sorte qu'il y a peu de chances que l'air ou les particules s'échappent. Les masques protègent le nez et la bouche, bien que des systèmes d'air autonomes soient parfois nécessaires pour des produits ultra sensibles. Des gants, appropriés à la tâche, mais capables de couvrir les fermetures de poignets du vêtement, sont essentiels. Pour des classifications moins strictes, le couvre-cheveux peut être un filet bouffant ou une coiffe de conception appropriée, tandis que le corps est habillé dans une blouse ou une robe. Avec ce type de régime, les chaussures se composent de surchaussures ou de couvre-chaussures. Comme son nom l'indique, les vêtements jetables pour salle blanche sont portés puis jetés. Le tissu ressemble souvent à du papier plastique plutôt qu'à des vêtements tissés et est rarement, voire jamais, adopté pour une utilisation lors de la production dans les salles blanches les plus propres. Les produits jetables sont principalement utilisés pour un usage temporaire pendant les phases de construction ou de maintenance. La compétence en matière de discipline personnelle ou de comportement est aussi essentielle au bon fonctionnement d'une salle blanche que le système de filtration d'air et s'applique à tous ceux qui y entrent, quelle que soit leur fonction ou leur rang, sans exception. C'est parfois gênant mais nécessaire de souligner que l'hygiène personnelle est une première étape essentielle pour contrôler la contamination. Cela inclut la nécessité de se baigner ou mieux, de se doucher régulièrement, et de maintenir ses cheveux propres et soignés en tout temps. Les mains doivent être gardées aussi propres que possible et soigneusement lavées avant l'entrée, avec des ongles qui ne endommageront pas les gants de salle blanche. Si vous travaillez dans une salle blanche, vous devrez presque certainement accepter que des choses considérées comme raisonnables dans des circonstances ordinaires sont des contaminateurs dangereux dans celles-ci. Cela inclut inévitablement le port de montres-bracelets. Et parce que les bijoux abrasent la peau et libèrent des particules dans les tulques et talcs et que les poudres pour le visage sont évidemment interdites dans pratiquement toutes les salles blanches, quelle que soit leur classification. Et souvent, les dangers potentiels du vernis à ongles, des eyeliners et des blushs sont également interdits, tout comme les déodorants et les après-rasages. Ils dégagent des vapeurs. Les règles de comportement pour les nettoyeurs comprennent le fait de se déplacer lentement et avec intention pour éviter de créer des turbulences. Alors ne te précipite jamais.
N'oubliez pas que votre bouche contribue à une masse de contamination, alors regardez toujours loin du produit lorsque vous parlez, toussez ou éternuez. Et en parlant toujours de votre bouche, il est toujours interdit de manger, mâcher du chewing-gum, boire ou fumer dans une salle blanche. Même 30 minutes après avoir fumé, respiré ou parlé, des centaines de milliers de particules se dissipent dans l'atmosphère. Malgré un environnement sophistiqué et des procédures d'exploitation prudentes, la contamination se produit toujours dans les salles blanches, même si les contaminants devraient certainement être si petits qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Et cela rend la dernière ligne de défense, l'élimination et la neutralisation, plus difficile à comprendre car, si on ne peut pas la voir, est-ce là? Et si c'est là, comment le supprimons-nous? L'efficacité des aspirateurs diminue à mesure que la taille des particules réduit, et à ou en dessous du seuil de taille de 40 à 50 microns, qui est un point où les personnes à la vue normale ne peuvent plus les voir, l'aspirateur est susceptible d'être moins de 10% efficace, ce qui signifie qu'après l'utilisation, plus de 90% de la contamination est toujours là, mais invisible. L'essuyage avec des agents de nettoyage chimique apporte la réponse. Les agents nettoyants sont des solutions composées d'un ou plusieurs solvants, y compris l'eau, et d'agents de surface généralement appelés surfactants. Ils fonctionnent d'abord en brisant la tension superficielle qui lie les particules contaminantes à une surface, qui sont ensuite suspendues dans la solution prête à être éliminée par l'action mécanique de l'essuyage. Les salles propres utilisées par les fabricants de soins de santé doivent non seulement être nettoyées, mais doivent également être désinfectées pour réduire la charge biologique des micro-organismes. Gardant à l'esprit que les micro-organismes affectent également de nombreux autres produits, il est de bonne pratique de contrôle de la contamination de désinfecter pratiquement toutes les salles blanches. Pour que les micro-organismes prospèrent, ils doivent avoir de la nourriture, de la chaleur et de l'humidité. Retirez-les, et ils ne prospèrent pas, ce qui est la clé de l'utilisation réussie des désinfectants. Ces surfaces à traiter doivent être propres et sèches, et toute contamination doit être traitée avant le début du processus de désinfection car la saleté offre souvent la nourriture et l'humidité qui leur permettent de prospérer. Les désinfectants ne font que réduire les micro-organismes à une échelle acceptable, disons à un niveau qui n'est ni nocif pour la santé ni pour la qualité des aliments périssables. Travailler avec des produits sensibles à la microcontamination dans des conditions propres est sans aucun doute différent. Cela implique la responsabilité personnelle de chaque individu de contrôler les choses qu'ils ne peuvent pas voir, ce qui rend leur compréhension absolument essentielle. Revoyons votre compréhension du contrôle de la contamination. En dehors des activités exotiques comme l'exploration spatiale, de nombreux produits du quotidien doivent être fabriqués en utilisant les disciplines de contrôle de la contamination. Ils dépendent d'installations de fabrication ultra-propres utilisant ce qu'on appelle la technologie propre. Travailler dans une salle blanche est différent, spécial et des compétences professionnelles personnelles doivent être complétées par une compréhension et une formation dans les disciplines de contrôle de la salle blanche et de la contamination. Un contaminant est quelque chose qui ne devrait pas être là. Si ce n'est pas spécifié comme faisant partie du produit, qu'il s'agisse d'une substance matérielle ou d'énergie, c'est indésirable et affecte négativement le produit. L'air est invisible jusqu'à ce qu'il capte et retienne des particules de poussière solide qui deviennent visibles lorsqu'elles réfléchissent la lumière, comme la lumière du soleil à travers les fenêtres. Contrôler les microcontaminants concerne des solides mesurés en fractions de micromètres, généralement appelés microns, généralement indiqués par un symbole, μm. Un micron mesure un millième de millimètre. C'est 39 millionièmes de pouce. Pour de nombreux produits sensibles à la contamination, toute particule supérieure à 0,5 micron est considérée comme un contaminant. Les particules solides peuvent être retenues et transportées par des gaz traités ou de l'eau et des produits chimiques.
sans oublier ceux générés par l'outillage et le produit lui-même. Mais avant tout, nous sommes les grands contaminants car le corps humain est emballé dans la peau, plusieurs couches de celle-ci, chacune suivant un cycle de décomposition et de régénération généralement sur une période de jours. L'ancienne peau sèche est éliminée dans l'atmosphère sous forme de flocons. Ces particules de taille submicronique sont ensuite dispersées dans l'atmosphère par le micro-environnement humain. Les bactéries, les virus et les moisissures sont des micro-organismes et sont décrits comme viables parce qu'ils sont vivants et peuvent se reproduire. Que vos produits doivent être protégés des micro-organismes pour des raisons de santé ou non, la rapidité avec laquelle ils se reproduisent signifie qu'en pratique, ils contaminent toutes les salles blanches, tout comme les contaminants générés par les outils et le produit lui-même. La contamination croisée décrit lorsqu'un équipement n'est pas correctement nettoyé et que les résidus chimiques d'un processus restent dans le système pour contaminer le prochain processus différent. Bien que n'étant pas réellement un contaminant, les charges électrostatiques contribuent à la contamination car elles attirent les particules comme un aimant. L'air pur est plus sale, dont pratiquement toutes les particules ont été éliminées par des filtres. Les filtres utilisés dans la plupart des salles blanches sont des filtres à air particulaire à haute efficacité, appelés filtres EPA, qui éliminent 99,97% des particules supérieures à 0,3 microns de l'air qui les traverse. L'air dans la salle blanche est maintenu à une pression plus élevée que son environnement environnant pour qu'il s'écoule toujours vers l'extérieur, emportant ensuite les contaminants soit à travers un plancher surélevé perforé soit à travers des conduits montés sur le mur. La manière dont les salles blanches sont conçues, construites et exploitées est guidée par la norme internationale ISO pour les salles blanches et les environnements contrôlés associés. Malheureusement, les caractéristiques qui rendent les vêtements ordinaires si confortables contribuent à la contamination, permettant à des nuages de squames de peau mélangés à de la sueur en train de sécher de pénétrer et de se disperser dans l'atmosphère. De plus, nous pulvérisons également d'énormes aérosols de liquide contenant des contaminants solides dans l'atmosphère lorsque nous parlons, ce qui peut être particulièrement dangereux car il est dirigé vers là où nous regardons et travaillons. Les vêtements de salle blanche sont conçus pour contenir les particules cutanées et les liquides, ne doivent pas générer ou libérer de contamination fibreuse, et doivent contenir les contaminants provenant de la bouche et du nez. Le principe essentiel pour les vêtements de salle blanche est qu'ils doivent protéger le produit plutôt que la personne. C'est parfois gênant, mais nécessaire de souligner que l'hygiène personnelle est une première étape essentielle pour contrôler la contamination. Malgré un environnement sophistiqué et des procédures de fonctionnement soigneuses, la contamination se produit toujours dans les salles blanches. L'aspiration est susceptible d'être moins de 10% efficace, ce qui signifie que même après utilisation, plus de 90% de la contamination est toujours là, mais invisible. Le nettoyage à l'aide d'agents chimiques de nettoyage offre la solution. Les agents de nettoyage sont des solutions composées d'un ou plusieurs solvants, y compris l'eau et des agents de surface généralement appelés tensioactifs. En gardant à l'esprit que les micro-organismes affectent également de nombreux autres produits, il est bon de pratiquer le contrôle de la contamination en désinfectant pratiquement toutes les salles blanches.